parti. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information. Mais tout d'abord, le sommaire. Dans l'actualité ce soir, la première dame appelle les Guinéens au respect des gestes barrières et assure les consignes édictées par l'Organisation mondiale de la santé, le gouvernement et les autorités sanitaires. Et puis la chloroquine dans ce médicament est beaucoup prisé en ce moment, mais de trouver un véritable parcours de combattants et les populations se livrent à l'automédication. Quels sont les dangers des éléments de réponse dans cette édition? Enfin, politique avec la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale après la proclamation provisoire des dernières législatives. Le parti au pouvoir rafle 79 sièges sur les 114. Voilà pour les titres. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, ce communiqué de la présidence. Dans le cadre des activités de riposte contre le Covid-19, l'ANSS a procédé à des tests de dépistage sur son excellence Monsieur le Président de la République ainsi que sur une partie du personnel civil et militaire de la présidence de la République les 30 et 31 mars 2020. Le texte de son Excellence, le Président de la République ainsi que ceux de ses principaux collaborateurs se sont avérés négatifs. Les membres du personnel d'appui sont également en train d'être testés et à la lecture des premiers résultats, 12 d'entre eux se sont révélés positifs au Covid-19. Les services de la présidence de la République travaillent avec l'ANSS pour la prise en charge de ces cas positifs et pour la mise en œuvre de toutes les mesures de sécurité sanitaire appropriées. La présidence de la République rappelle à tous l'importance des gestes barrières et invite la population à suivre les consignes dictées par l'Organisation mondiale de la santé, le gouvernement et les autorités sanitaires à tous les niveaux. La présidence de la République souhaite prompt rétablissement à l'ensemble des malades du Covid-19. Conakry le 2 avril 2020, le bureau de presse de la présidence. La première dame de Guinée appelle les populations au respect des mesures sanitaires dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le Covid-19. Adja Djene Kondé appelle donc les Guinéens à intégrer dans leur quotidien les mesures barrières pour briser la chaîne de contamination de cette pandémie. Commentaire Diamokaba. La lutte contre le coronavirus se poursuit avec vigueur à la Fondation Prosmi. Sur le front de ce combat commun, la première dame de la République invite les populations à une prise de conscience sur le danger que constitue le Covid-19 et à respecter les directives des autorités sanitaires pour une bonne prévention de l'épidémie. La première des choses est le lavage des mains. Il faut se laver systématiquement, de façon frénétique, je dirais, et plusieurs fois dans la journée, se laver les mains. En sortant de sa maison, en rentrant au bureau ou sur son lieu de travail, chaque geste doit être accompagné du lavage des mains. Il y a l'eau et le savon, il y a l'eau de javel, il y a les solutions bactéricides. Donc j'en ai quelques-uns ici, différents formats. Il y a les formats familiales, formats de poche. Donc dans les sacoches, dans les sacs des dames et dans les poches des pantalons tout simplement. Il y a aussi le masque. Il faut à chaque sortie, dès qu'on sort de sa maison, il faut se prémunir de ça pour parler aux gens parce qu'on peut poustillonner, on peut éternuer. Alors lorsqu'on éternue, il faut prendre un mouchoir, éternuer dedans, après le mettre en boule et prendre soin de le jeter dans une poubelle. Pour vaincre le coronavirus en Guinée, un changement de comportement est nécessaire, conseille la première dame de la République. Adja Djene Kondé appelle également à une mobilisation citoyenne contre cette pandémie. Tous les objets qu'on touche à la maison, que ce soit les poignées de porte à la maison ou au bureau, sur son lieu de travail, donc les poignées des portes, les tables, les stylos,
lorsque une secrétaire ou en tout cas un collaborateur apporte un dossier, évidemment se laver les mains avant de toucher le dossier et après avoir signé et tout, se relaver les mains. Ça, c'est les gestes qui vont sauver des milliers de vies humaines. Mes pensées vont fortement à nos concitoyens qui ont contracté cette maladie, qui sont aujourd'hui alités. Je prie Dieu qu'il leur redonne rapidement la santé. Et je remercie aussi les médecins qui sont sur tous les fronts en train de soigner ces gens. Certains en Occident, nous le voyons, même perdu leur vie. Cette action n'est qu'une étape de l'engagement solidaire de la Fondation Prosmi. Au nom de la Première Dame, des milliers de produits hygiéniques et des désinfectants seront offerts aux citoyens dans le cadre de la prévention contre le coronavirus. La remise des premiers kits est prévue ce dimanche à Kaloum, Dixine et Ratoma. Et puis ce communiqué, le ministre du Commerce informe les acteurs de la filière anacarde, leur organisation professionnelle, les services d'appui centraux et déconcentrés des différents départements sectoriels partenaires qu'à raison de la situation d'urgence sanitaire liée au risque de propagation du Covid-19 dans notre pays et des mesures prises par le gouvernement qu'il ne sera pas possible d'organiser cette année comme d'habitude une cérémonie de lancement de la campagne de commercialisation de l'anacarde. En conséquence, le ministre du Commerce déclare ouverte la campagne de commercialisation de l'anacarde 2020-2021 à partir du 1er avril 2020 et ce conformant à l'arrêté A2130 du 4e mois 2020 pris à cet effet. Le ministre du Commerce réitère ses recommandations à tous les acteurs et partenaires impliqués d'observer avec discipline et rigueur toutes les mesures d'hygiène et sanitaire de prévention édictées par l'Agence nationale de sécurité sanitaire ANSS durant toute la campagne de commercialisation. Le ministre architecte Boubacar Bari. Conakry est confiné depuis le 27 mars, mais le flou autour de la délimitation entre la capitale et sa périphérie crée des soucis dans l'application de la mesure. Jusqu'ici, aucune plaque ni borne n'indique officiellement la limite entre Conakry, Koya ou encore Dubrika. Notre reporter Moussa Komara est allé pour faire le constat. L'Ansanaya, dernier quartier de la commune de Matoto. Officiellement, c'est la limite géographique entre Conakry et Koya. Et c'est ici qu'elle devait avoir la ligne rouge pour confiner la capitale. Mais aucune plaque ou borne n'est visible pour indiquer la délimitation entre ces deux villes. Population, autorités locales et forces de l'ordre sont dans l'incompréhension. L'application de la mesure de restriction des mouvements entre la capitale et Koya devient difficile. Depuis que notre président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Condé, a mis le décret, c'est respecter la nuit. La vraie vérité en dire que dans la journée, vraiment les véhicules circulent et circulent. À partir de la rentrée de Conakry, le soir à partir de 21h, tout le monde garde jusqu'à le matin. Personne ne bouge jusqu'à 6h du matin. À partir de 6h, on va libérer tout le monde pour rentrer rapidement faire ce quotidien. Même tableau ici à la cimenterie, dernier quartier de la commune de Ratoma qui délimite la préfecture de Dubrika à la capitale. Le carrefour est mieux et rien de changé dans le rythme de la circulation. Ici encore, difficile de faire appliquer les mesures de renforcement de l'état d'urgence sanitaire entre la capitale et les villes périphériques. Pourtant, quelques agents sont bien présents pour dissuader en attendant le couvre-feu la nuit. Pas suffisant pour couvrir l'activité de ces transporteurs. Les uns embarquent pour l'intérieur du pays, d'autres débarquent des passagers attendus à Conakry. Ces transporteurs fixent la frontière après le barrage Kaka. On est arrivé au barrage, on a vu les véhicules rentrer, comme nous aussi nous avons laissé rentrer. Mais les véhicules ne sont pas quand même. Les véhicules ne sont pas à l'intérieur, à Conakry pour l'intérieur. Tu les as vus où? Ils sont au barrage. Quel barrage? Kaka. À Kaka. Oui. Il y a un barrage là-bas?
Il y a 3 brasses même. Dans le décret daté du 27 mars, Conakry est confiné pour 14 jours. Mais à cette allure, l'application de la mesure pourrait être difficile. En cause, le flou de la délimitation physique entre Conakry et les 2 villes périphériques, alors que ces derniers jours, l'explosion de la pandémie interpelle. Et puis le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé lors de sa réunion tenue le 1er avril 2020 à Washington l'achèvement de la 4e revue du programme économique et financier de la Guinée appuyé par la facilité élargie de crédit. Cela permet ainsi à notre pays de bénéficier d'un concours financier immédiat de 17,213 millions d'ETS, soit 23,5 millions de dollars. Au-delà du concours financier qu'elle nous permet de mobiliser pour soutenir notre balance des paiements, cette revue concluante, à l'instar de celles qui l'ont précédée, est la preuve des bonnes performances réalisées par le gouvernement dans le cadre de son programme économique et financier, faisant l'objet de revues semestrielles dont la barrière en date portée sur les résultats au 30 juin 2019. La poursuite de ces performances sera confirmée par la 5e revue qui devra être réalisée sur des données en fin décembre 2019. En effet, malgré un contexte national et international difficile, le gouvernement a réussi à mettre en œuvre les mesures correctives pour atteindre les objectifs du programme sur le reste de l'année 2019. Ouvrant ainsi de bonnes perspectives pour la conclusion de la 5e revue. Toutefois, la Guinée est exposée à des risques significatifs liés à la crise sanitaire due au coronavirus. Dans une telle situation, la poursuite et le renforcement des réformes structurelles s'avèrent nécessaires pour atteindre les objectifs du programme tout en comptant sur des appuis financiers additionnels de nos partenaires au développement ainsi que sur leur assistance technique renforcée. Le gouvernement est conscient des efforts et des sacrifices consentis par toutes les composantes de la nation pour la réalisation des résultats appréciables ainsi obtenus. C'est pourquoi il saisit cette opportunité pour féliciter chaleureusement les braves populations guinéennes pour leur contribution sans laquelle ces résultats n'auraient pas été atteints. Il les exhorte à préserver dans cette voie pour permettre à la Guinée d'avancer dans la trajectoire d'un développement durable au profit de tous les citoyens. Fait à Conakry le 2 avril 2020, Mamadi Camara, ministre de l'économie et des finances. Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le CECID s'implique dans la sensibilisation pour le respect des mesures barrières. L'ONG vient d'offrir des boîtes à images et des kits aux localités de Boké, Kintignan dans la préfecture de Sigiri. Reportage Samara Tolno. Pour barrer la route au Covid-19 dans leur commune, les jeunes de Boké veillent strictement sur les points d'entrée de la ville. Les usagers de la route sont obligatoirement soumis à l'exercice du lavage des mains et à la vérification de leur température avant d'accéder à la ville ou de sortir. Aujourd'hui, ce n'est pas la Guinée seulement qui est affectée à cette maladie, c'est tout le monde entier. Donc c'est pourquoi nous sommes donnés maintenant les mains pour qu'on puisse au moins, à chaque individu, avant de rentrer au corps de la ville de Boké, il faut qu'on vous flash, on vous fait laver les mains. On cherche maintenant à prendre la température. Soucieux de la santé des populations de cette zone minière, le Centre du commerce international pour le développement apporte un important lot de kits de lavage des mains et de protection. Le dispositif est accompagné de boîtes à images pour la sensibilisation sur les méthodes de prévention du Covid-19. La pandémie de coronavirus qui frappe le monde de plein fouet, y compris notre pays, interpelle le sens de la solidarité, le sens de citoyenneté de tout un chacun. Donc c'est pourquoi auprès des autorités sanitaires et publiques de ce pays, nous avons de notre propre chef initié la fourniture de ces kits aux communautés les plus exposées, notamment dans les zones minières qui sont caractérisées par une forte densité de population cosmopolite et beaucoup de mobilité de ces populations-là. La commune urbaine de Boké et les localités minières de Sangaredi, Kolabouyi, Tanene, Katouguma, Dapilon sont les principaux bénéficiaires de ces dons.
Le geste soulage les élus locaux de ces différents endroits. L'arrivée de ces kits est un bon moment parce qu'aujourd'hui, nous devons protéger nos populations en mettant dans tous les lieux publics et ces kits pour que la population puisse profiter de ça en respectant les consignes de lavage de mains et communiquer avec la population dans les ménages. Et cela qui va nous faire éviter cette maladie qui n'a pas encore le médicament. Boké n'est pas la seule préfecture bénéficiaire du don de cette structure. La commune rurale de Tintigna, dans la préfecture de Sigiri, a elle aussi bénéficié d'un important lot de kits de prévention de la part de cette ONG. Au niveau des salons de coiffure, c'est l'amicale des femmes douanières qui vole au secours de cette couche vulnérable, souvent en contact avec sa clientèle. Cette amicale offre des kits de lavage des mains, une manière de freiner la propagation de cette maladie. Mohamed Seyar Souma. La prévention est la piste privilégiée dans la riposte contre le coronavirus, une stratégie qui mobilise l'amicale des femmes douanières. La plateforme met l'accent sur le renforcement des gestes barrières, dont le lavage des mains. Cette action citoyenne se matérialise par la mise à disposition d'une centaine de kits d'hygiène. Ils sont destinés au salon de coiffure. Vous savez que les femmes aiment très bien venir au salon. Quand ils viennent, nombreuses, il faut qu'ils cessent ça maintenant, à l'heure là. 2 par salon, ça suffit. Toujours, ils n'ont qu'à respecter l'hygiène. Et beaucoup respecter le mètre. On a dit toujours 1 mètre entre les gens. Ils n'ont qu'à accepter ça. Les salons de coiffure sont les espaces qui enregistrent autant de contacts physiques. Une attitude actuellement déconseillée par les spécialistes avec la pandémie de Covid-19. Cela donne lieu à la fermeture de tous les salons de coiffure relevant de la coopérative des coiffeuses de Guinée. Un changement d'habitude avant de renouer avec la clientèle. Respectons ce que les gens nous disent. Lavons les mains, surtout nous des coiffeuses. Les clientèles qui viennent, on ne les connaît pas. Il faut qu'on lave les mains. Et on les oblige encore de laver les mains avant de rentrer au salon. Pendant ce temps, les marchés restent ouverts malgré l'affluence. C'est le cas du marché Niger à Kaloum. Progressivement, les kits de lavage des mains font leur apparition. Quand je suis venu le matin, avant de toucher mes marchandises, parce que je suis venu dans le taxi, j'ai lavé ma main d'abord, première question. À chaque contact ou bien avec un client, dès que tu finis avec ce client, tu viens te laver la main. Avec les marchés et salons de coiffure, la maîtrise des contacts demeure un véritable casse-tête. À ce problème s'ajoute le non-respect de la distanciation sociale. Annonce de l'introduction de la chloroquine dans le traitement des patients du Covid-19. Le produit est très convoité. En Guinée, plusieurs personnes se livrent à l'automédication du produit à titre préventif. D'autres, par contre, utilisent des feuilles d'acacia. Mais quels sont les dangers liés à toutes ces formes de traitement médical imaginaire? Sur le dossier grand format de cette édition, il est signé Hadia Toubari. La chloroquine, le produit pharmaceutique du moment sur lequel beaucoup de citoyens misent pour être à l'abri de la contamination du Covid-19. L'engouement autour du médicament est dû aux résultats de recherches scientifiques sur l'essai de la chloroquine dans le traitement médical des patients du coronavirus, communiqué par un scientifique français. Depuis, c'est la quête incessante du produit dans les différentes pharmacies de Conakry. Les gens viennent demander, et avec insistance, voilà, et que c'est ce qu'on a dit et c'est ce qui est valable. Ils prennent même des exemples sur des pays. Au Sénégal, on a donné, pourquoi pas en Guinée, on ne donne pas. Ils demandent beaucoup plus de la chloroquine et, comme je vous ai dit tantôt, de l'azithromycine, parce que déjà ils ont entendu parler aussi de ça. Actuellement, nous sommes à rupture, on n'en a plus. Voilà, on avait des stocks qui ont été pris par un médecin de la place. Voilà, donc nous sommes en rupture complètement à l'heure. Face à la forte demande de la chloroquine en ce moment, certaines pharmacies sont en rupture. Une rupture qui n'empêche pas d'autres citoyens à recourir à certaines méthodes pour obtenir un produit qui contiendrait la chloroquine ou bien la quinine. C'est le cas de Kanta,
qui utilisent constamment les feuilles d'acacia sous diverses formes pour se protéger contre le Covid-19. On enlève ça, on mélange ça avec le citron et le sel. Après on met dans le feu, on bouille ça bien. Après de bouillir dans le feu, ou mettre dans le chiot, tu rentres dans les toilettes, tu prends une paille, hein? Tu prends une paille maintenant, tu te fais remuer d'abord avec le chaleur. Après ça, tu prends 7 cuillerées de ta main, tu bois ça, après tu te laves avec ça. Ça va guérir. C'est pour cela que moi j'enlève ça pour mélanger et mettre dans le feu pour utiliser pour que je m'échappe dans la maladie là. Pharmacien-chercheur, Dr Ansoumani Touré travaille depuis 50 ans dans la production galénique à travers les plantes médicinales. Il lève tout équivoque sur le supposé lien entre la chloroquine, la quinine et le nîmes communément appelé acacia, très prisé en cette période de pandémie de coronavirus. Il alerte sur le danger de l'automédication. La chloroquine n'a rien de commun avec le nîmes. S'il y a un terrain commun probable, ce serait au niveau de leur action sur le paludisme, sur les hématozoïdes du paludisme. Il y a des études qui ont prouvé ça. Qui t'a dit maintenant que c'est dans ce petit cassia-là qu'il y a la chloroquine, ça voit, hein? Il n'y a aucune chloroquine là-dedans. La chloroquine est un produit de synthèse. C'est en laboratoire, à partir de composants de matières premières en labo, qu'on synthétise la chloroquine. Il y a bien un schéma pour ça. Contrairement aussi, la quinine, elle, c'est le leader des antipaludéens. Elle provient d'une plante qui a à Cérébou qu'on appelle les quinquina. Je ne recommande à aucun citoyen de s'automédiquer avec la chloroquine. Quel que soit, la chloroquine n'est pas inoffensive. Elle a des effets secondaires, les rétinopathies, les actions sur le cœur, etc. Même à des posologies normales. Maintenant, l'automédication va entraîner des intoxications. Dans sa petite unité pharmaceutique de valorisation des plantes médicinales du pays, Dr Touré se lance déjà dans la production à petite échelle de sirop de chloroquine. La formule utilisée dans son laboratoire est tirée d'une recommandation de préparation de la chloroquine de l'OMS. Un sirop destiné uniquement à la prise en charge pédiatrique. Maintenant que les bienfaits de la chloroquine sont reconnus pour les traitements du coronavirus, concrètement, ce que moi je fais là, c'est la formule de l'OMS essentiellement. Je conditionne un flacon de 60 ml. Dans chaque 5 ml, il y a 50 mg. Si on devait chercher une dose adulte, pour le moment, je ne suis pas au courant que nos cliniciens infectiologues, en accord avec le ministère de la Santé, ont élaboré un schéma thérapeutique. Il faut attendre d'abord qu'un schéma thérapeutique soit établi. Mais au cas où ce schéma serait établi et que la chloroquine ferait partie, moi, ma chloroquine que je fais, il suffit de tenir compte de son dosage. C'est-à-dire, c'est dans 20 millilitres de mon sirop qu'on peut trouver 200 mg. 20 millilitres. Pour 12 millions d'habitants et devant une caméra, moi, je suis en mesure de produire au cas où la matière première serait disponible. Voilà, ça et ça seulement la condition. Et pour le moment, avec l'état de mes moyens, de mes équipements, c'est le sirop que je peux produire. Là, je suis capable de produire. Production de sirop de Fagara et maintenant sirop de chloroquine et gel hydroalcoolique, Dr Touré se bat à sa façon pour satisfaire le marché pharmaceutique guinéen en intrants de première nécessité pour combattre l'épidémie. Son combat dans la production pharmaceutique relance le débat sur l'arrêt des unités industrielles pharmaceutiques héritées de la Première République. Justement, pour débattre du sujet, je reçois sur ce plateau le professeur Saliou Baldé. Il est le directeur du Centre de recherche et de valorisation des plantes. En même temps, il est actuel président de l'Académie des sciences de Guinée. Bonsoir, professeur Baldé. Bonsoir, monsieur. Bienvenue sur ce plateau. Merci, c'est à moi de vous remercier. Tout d'abord, votre réaction par rapport à ce sujet, par rapport à l'automédication en cette crise sanitaire. Oui, les automédications en pareille situation
se justifie par la panique qu'il y a au sein des populations. Quand on dit qu'une maladie n'a point de remède, alors c'est ouvrir la vanne à toutes sortes de spéculations. Mais là, en ce qui concerne la chloroquine, justement, puisqu'au plan scientifique, pour l'instant, il y en a évidemment qui cautionnent l'usage de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine dans la gestion du coronavirus. Il y a également d'autres scientifiques qui, pour l'instant, préfèrent porter des gants quant à cette situation. Nous vivons une période de révolution numérique. Aujourd'hui, tout le monde a son téléphone Android et il y a énormément de fausses informations qui circulent là. Et comme on est en contact direct avec l'information, donc les gens ont tendance, quand surtout on leur dit qu'il n'y a pas de médicaments, à croire exactement ce qu'ils lisent sur leur Android. Sinon, l'automédication, elle est dangereuse. Un médicament a beau être très bien, mais il présente toujours des risques. Tous les médicaments présentent des risques. C'est pour cela qu'on parle, pour un médicament, c'est son rapport bénéfice-risque. Il apporte des bénéfices, mais il a également des risques. Et les médecins connaissent ça parfaitement. C'est leur rôle d'ailleurs. Et c'est pour cela qu'on dit en général de ne pas user de l'automédication parce qu'on ne sait pas à quoi on s'adonne. Seul le médecin peut suivre une médication parce qu'il connaît. Le pharmacien connaît le médicament. Le médecin connaît la maladie. Il faut donc tenir compte de ces deux acteurs pour la gestion d'un médicament. Autrement, on court de sérieux dangers. Justement, de votre côté, est-ce que la recherche est-elle active par rapport à ce virus ou bien, si oui, comment est-elle menée? Eh bien, à l'heure actuelle, tenant compte de cette pandémie, dans le monde entier, tous les chercheurs sont à pied d'œuvre pour chercher, pour trouver un remède ou pour trouver le vaccin. Par rapport au vaccin, ça va demander encore du temps avant qu'on arrive à cela. On le souhaite vivement. Mais d'ici là, des efforts considérables sont fournis par les chercheurs du monde entier. Au niveau de l'Occident, ils ont leur potentiel. Au niveau africain, nous avons également notre potentiel. Notre potentiel, c'est le végétal. Et singulièrement la Guinée est reconnue pour être la symbiose de tous les biotypes africains. Donc on a une flore riche et variée. Et on a une médecine traditionnelle peut-être pas tout à fait bien structurée encore, parce qu'il y a un peu de désordre là-dedans, mais on a une médecine traditionnelle séculaire. Donc je reste persuadé que l'Afrique a son mot à dire par rapport à ce genre de pathologie. Mais c'est du domaine de la recherche. Et hélas, la recherche est si peu financée. Les succès aujourd'hui que connaissent bien de pays comme la Chine, les pays asiatiques en général, c'est parce qu'on accorde un intérêt particulier à la recherche et aux chercheurs. Maintenant, comment faire pour faire de telle sorte que cette pandémie soit une opportunité pour valoriser nos plantes médicinales, surtout dans notre pays actuellement? À la demande de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, qui a pris à bras le corps ce problème, et puis aussi sur insistance de l'Académie des sciences de Guinée, l'Institut de médecine tropique, l'Institut de recherche et de développement des plantes médicinales et alimentaires de Guinée, qui se trouve donc à Dubreka, a évidemment pris ça bien au sérieux et est en train d'établir des protocoles, des projets par rapport au coronavirus. Et pour cause, il y a 20 ans que ce centre-là existe. De nombreux travaux ont été réalisés, aussi bien dans le domaine des virus, des bactéries, des champignons et autres choses. Et des résultats intéressants ont été acquis, certains publiés et d'autres qui ont bénéficié de brevets internationaux, les États-Unis, l'Europe, l'Asie, etc. Le coronavirus, donc c'est bien un virus. Dans nos plantes, dans nos recherches, nous avons trouvé des plantes qui ont une activité antivirale, variée, des virus à ADN, des virus à ARN. Et dans ce cas de figure du coronavirus,
comme justement on est en train de faire un retour sur des anciens médicaments, et comme on est en train surtout de cibler des produits qui ont une activité antivirale et des produits qui ont une activité anti-inflammatoire, et il se trouve que dans nos lots de plantes, nous en avons justement. Et c'est pour cette raison que notre projet voudrait proposer des plantes qui ont présenté des activités intéressantes, des activités qui peuvent se prêter aux symptômes du coronavirus. Des plantes qui ont une activité antivirale intéressante, notamment contre le VIH, parce que nous avons même un brevet sur la question. Des plantes qui ont une activité intéressante dans le domaine de l'inflammation. Des plantes qui ont des activités intéressantes contre la fièvre, parce que dans le domaine du palu, on a mis également au point au moins 4 produits antipaludiques, donc contre la fièvre également, entre autres, et qui sont intéressants. Selon les spécialistes aussi, des maladies comme l'hypertension, le diabète semblent être des facteurs qui compliquent la situation des victimes du Covid-19. Y a-t-il des résultats contre cette maladie à mettre à la disposition des centres d'isolement? Oui, il faudrait dire qu'en effet, ceux qui sont hypertendus et ceux qui sont diabétiques, évidemment, quand en plus de cela, il y a le Covid aussi s'en mêle, le problème devient alors compliqué. Et justement, pour revenir à la chloroquine en tant que telle peut déjà exercer une baisse de l'hypertension en tant que telle. Et si donc vous prenez un antihypertenseur, alors cette baisse peut être excessive et évidemment amener à des problèmes sérieux. D'où cette nécessité de se référer toujours au médecin pour quelque médication que ce soit. Et donc au niveau de ces pathologies que vous venez de signaler, là également l'Institut de Dubreka a travaillé bien des années là-dessus et on a mis au point des phytomédicaments qui ont bénéficié là également de brevets, notamment un antidiabétique et un antihypertenseur, et qui ont bénéficié non seulement de brevets, mais d'autorisation de mise sur le marché à un moment donné, aussi bien en Guinée ici, au Congo, et même en Russie, il a été vendu sous un autre nom. Donc là, bien entendu, ces produits-là ont été mis au point et peuvent être produits à grande échelle. Mais encore une fois, le problème de financement. Docteur, on est un peu plus par le temps. Enfin, vos conseils pour juguler une telle maladie avec nos ressources, avec nos propres ressources. C'est un appel que je lance à chacun et à tous. La recherche, il faudrait réellement l'appuyer. La recherche, il faudrait la financer. Et nous avons la chance d'avoir un pays qui est très riche en la matière. Il faudrait que nous arrivions à exploiter rationnellement ce potentiel. Mais cette exploitation requiert de l'énergie, requiert des ressources, notamment financières. Merci, professeur Saliou, d'être venu sur ce plateau. Professeur Aliou. Salut. Prévention du coronavirus, les acteurs de la communication se concertent pour intensifier la diffusion des messages. Une rencontre s'est tenue à cet effet ce jeudi au siège de l'ANSS. La rencontre a mobilisé les organisations de la société civile et les représentants des médias publics et privés. Bernard Tonguino. Comment réussir une efficace communication des crises sur la pandémie du coronavirus? La question est débattue entre les représentants du ministère de la Communication et les acteurs impliqués dans la diffusion des messages d'information et de sensibilisation. Objectif, s'accorder sur un plan consensuel de communication pour rompre la chaîne de contamination du Covid-19. Essayer d'identifier les points de blocage et administrer des suggestions et des conseils afin d'intensifier encore plus la communication auprès de nos populations, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à Conakry. Vous savez qu'à ce jour, nous sommes à environ une 50aine de cas confirmés. L'urgence est vraiment là, donc il est de notre devoir d'être un peu plus pragmatique dorénavant et de faire un travail encore plus efficace au cours des prochaines heures. Au cours des échanges, chaque partie prenante se prononce sur ses moyens pour assurer une large diffusion des messages de prévention de la maladie. L'occasion pour chacune des structures d'évoquer également ses défis. Avec cette pandémie, nous avons commencé
les sensibilisations, non seulement dans les langues nationales. Nous avons commencé à passer les spots, les annonces de sensibilisation en français, mais aussi dans les langues nationales. Nous avons commencé à réorienter nos émissions beaucoup plus vers la santé maintenant. Nous avons besoin aussi de relancer des émetteurs pour que tout le territoire national puisse recevoir la télévision et la radio. On a élaboré un plan, alors bâti sur 3 mois. Et à l'intérieur de ces plans, il y a une série d'activités alors, que vous allez retrouver, parmi lesquelles il y a certains qui sont supportés par l'ANSS, par l'UNICEF, alors par Britain Action, par l'OMS, ainsi que par d'autres partenaires. Au terme des débats, une stratégie de communication consensuelle est élaborée. La stratégie porte sur plusieurs actions, notamment la formation, la sensibilisation communautaire, la diffusion des spots audiovisuels, les affiches publiques et l'organisation des synergies des médias publics et privés en vue d'une large diffusion des messages de prévention et de gestion de la pandémie. À présent, l'actualité nationale sous forme de télégramme, les images sont commentées par Aboubakar Junior Kamara. Les journalistes sont en contact avec toutes les couches sociales du pays. Pour les protéger contre cette pandémie, les organisations de la société civile et autres personnes de bonne volonté offrent des kits de prévention à la RTG Koloma. C'est le cas de la Fondation Bangali Massari pour l'humanitaire. Les seaux, les cartons de savon et de chlore sont offerts à la maison mère. Le même service a retenu l'attention de la commission d'orientation de la Basse-Guinée, COBAG. Par la voix de son vice-président, ces kits, accompagnés d'un thermoflash pour contrôler la température des travailleurs, sont offerts comme assistance à la RTG. Un geste qui réconforte les autorités de la RTG. Le journaliste est sur tous les fronts de combat et on tend le micro un peu partout. Donc, absolument, on doit être protégé contre le coronavirus. Vous savez, la maladie, elle sévit dans le monde, elle tue partout. Donc, pensez aux journalistes, la protection des journalistes, je pense que c'est un geste à encourager. Et certainement, d'autres bailleurs de fonds, d'autres associations et ONG vont emboîter le pas. Beila à l'avant-garde de la lutte contre le coronavirus en Guinée. À l'hôpital préfectoral sont réunis les représentants de toutes les organisations des praticiens et autres structures informelles de soins de santé. Objectif, définir le rôle de chacun dans la bataille contre le Covid-19. C'est une initiative de la direction préfectorale de la santé. Leur expliquer quel est le rôle dans la surveillance épidémiologique et les amener à être régulièrement en contact avec la direction préfectorale de la santé pour qu'on puisse ensemble renforcer la surveillance dans la préfecture. La diaspora forestière vole au secours des blessés des douloureux événements survenus pendant les élections législatives couplées avec le référendum constitutionnel dans la préfecture d'Nzérékouré. Cette ONG vient assister ces malades dans leur prise en charge médicale. C'était important d'être auprès de nos frères qui ont été touchés très malheureusement par ces événements. C'est en cela que le Conseil supérieur de la diaspora forestière et toutes les structures affiliées a bien voulu faire une assistance graduelle. Dans ce cadre d'urgence, le Conseil a donc fait une enveloppe de 10 millions. De l'Assemblée nationale après la proclamation provisoire des résultats des législatives du 22 mars, le parti au pouvoir sort victorieux sur 114 sièges au Parlement. Le RPG Arc-en-Ciel gagne la bataille avec 79 sièges. On fait le point tout de suite avec Makeme Donzo. Le vote du 22 mars a tourné en faveur du RPG Arc-en-Ciel. C'est ce qui ressort des résultats provisoires proclamés par la CENI. Le parti au pouvoir occupe 79 sièges sur 114 à l'hémicycle.
Sur la liste uninominale, dans les 38 circonscriptions électorales, seulement la ville de Pita, où le parti au pouvoir n'était pas représenté, est remportée par le NFD de Mokhtar Diallo. Sur 76 à la proportionnelle, le RPG Arc-en-Ciel a 42 sièges. Une victoire collective selon la tête de liste sur la nationale. C'est un sentiment de pleine satisfaction dans la mesure où ce résultat probant obtenu est dû à un effort conjugué de tous les acteurs du RPG Arc-en-Ciel, du président fondateur au dernier militant et sympathisant. Il y a eu une synergie d'action, une campagne sur toute l'étendue du territoire national. C'est ce qui nous a permis d'avoir ces résultats. Le RPG a progressé dans la mesure où au cours des élections de 2013, on avait 18 députés uninominaux et cette fois-ci nous sommes passés à 37 sur 38. C'est le vrai raz de marée. Et aussi on avait 35 députés sur la liste nationale et cette fois-ci nous sommes passés à 42. Donc de 53 députés au cours de la législature précédente à 79 députés, il faut vraiment saluer les efforts du parti. Le parti se renforce de jour en jour. Le RPG est suivi de loin par l'Union démocratique de Guinée, UDG, avec 4 sièges à l'Assemblée. Désormais, l'UDG de Mamadou Sylla peut prétendre au titre de chef de file de l'opposition. Vous savez, notre parti, c'est un grand parti. Le parti, le nom indique, c'est démocratique. Et on ne prend jamais de décision à la hâte. On ne prend pas de décision aussi solo. Il faut toujours mettre sur la table. Et puis tout le monde en discute. Et puis on tire des leçons. Et puis voilà, on applique. C'est humain. Tout le monde est content s'il a un plus dans sa vie. On a cherché, depuis qu'on a commencé à chercher des choses, d'abord c'est l'honneur qu'on a toujours cherché, et puis le moyen arrive après. Tout l'honneur, personne ne peut le refuser. Parmi les 30 partis qui étaient en lice, une dizaine sera représentée à l'hémicycle avec un siège. C'est le cas du PDG-RDA. Après 19 ans, le Parti démocratique de Guinée fait son grand retour. C'est la joie chez les PDGistes. Pour nous, c'est un sentiment de satisfaction pour ce grand retour. Et comme on le disait hier, c'est la gloire éternelle qui revient au président Ahmed Sékou Touré. Et surtout, toutes nos félicitations que nous adressons à nos militants, aux responsables à tous les niveaux, au peuple militant de Guinée, pour le courage que nous avons pu mener jusque maintenant. Nous venons de très loin. Le parti a fait confiance à ma personne, mais encore, c'est au camarade Mohamed Touré, nous devons tout cela. Parce qu'il a cru à la jeunesse du PDG-RDA, il a cru aux responsables du parti, il a cru à son bureau politique national. Et je crois que nous avons mérité, nous disons que nous avons été à la hauteur de ses attentes. Avec ces résultats provisoires de la Commission électorale nationale indépendante, le RPG Arc-en-Ciel est presque rassuré d'obtenir la présidence de l'Assemblée nationale. Dans la Constitution, la rentrée parlementaire est prévue pour le 5 avril et le 5 octobre de chaque année. Enfin, la Cour constitutionnelle porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que l'audience de proclamation des résultats définitifs du référendum constitutionnel du 22 mars 2020 aura lieu le vendredi 3 avril 2020 à partir de 11h00 à son siège de l'immeuble Hadja Foulé, commune de Kaloum. Elle informe par la même occasion ses distingués invités que la retransmission de l'audience en direct par la radio nationale et les mesures d'urgence sanitaire en vigueur ne nécessitent pas leur présence effective à la cérémonie. Le secrétaire général, Cheikh Fantamadi Kondé. C'était l'essentiel de l'actualité. Grand était le plaisir pour moi de vous servir. Demain, les infos, c'est avec Alia Kamara. Quant à moi, je vous dis à bientôt et surtout, bonne santé à toutes et à tous.